Alors j'ai essayé de faire un travail de résumé pour les précédentes interventions. Là, c'est un peu compliqué, donc ce fut passionnant comme intervention. Mais j'ai eu du mal à appréhender la thèse que vous soutenez. Alors, ce que j'ai entendu, moi, dans votre propos, c'est que ce que propose l'éthique du Caire, et aussi parce que ce que j'ai lu par ailleurs de l'éthique du Caire, c'est que l'éthique du Caire propose de renouveler ou de l'attention au contexte, aux relations humaines, voilà, dans leur contexte, dans leur réalité, et par conséquent est aussi une critique de tous les discours qui détruisent un peu le contexte, c'est-à-dire qui sont abstraits, que ce soit le discours médical, le discours gestionnaire ou l'éthique des comités, si on peut dire, voilà. Donc j'ai été attentif quand vous avez dit, par exemple, les petites histoires sont le lieu même où se transmettent les questions morales. Donc il y a vraiment cette idée que vous défendez. Voilà. Les questions morales qui se posent dans le travail. Dans le travail. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas les questions morales en général. C'est les questions morales qui se posent dans le travail. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Que je peux raconter 30 ans plus tard parce que c'était suffisamment saisissant. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'il y a aussi, mais ça vous l'avez dit aussi, donc il y a aussi des nécessités à ce que les questions morales se posent de façon abstraite, c'est-à-dire pour précisément, comme ce que vous faites vous. C'est-à-dire vous êtes universitaire, vous parlez d'éthique du Caire, et ça vous le faites dans des lieux universitaires. Donc l'éthique du Caire, elle se joue pas seulement dans le réel, elle se joue aussi dans d'autres espaces. Ou peut-être ai-je mal saisi le... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense pas que je... Évidemment, je circule dans des espaces académiques, je donne des cours, etc. Mais j'essaye de faire toujours valoir l'idée, quand il s'agit du travail, d'une pensée contextuelle et narrative. Donc j'essaye de faire mes cours aussi en racontant des histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans mes cours pour cette raison-là, parce que si on déconnecte, si vous voulez, ce qui fait préoccupation, ce qui soucie les gens, des formes narratives à travers lesquelles ils racontent ces affaires-là et à partir desquelles aussi ils les résolvent. Parce que ce qui est très caractéristique dans l'histoire que j'ai racontée, l'histoire de la vieille bouchère, c'est c'est un succès. Ça marche. Et ces histoires-là, en général, les histoires qu'on a envie de raconter pour les transmettre et qui contiennent des leçons d'éthique sont de préférence des histoires dont on est sorti victorieux ou victorieuse. Ouais. Voilà, alors deuxième question. Voilà, il y a un discours quand même aujourd'hui qu'on entend beaucoup et qu'on a entendu dans la précédente intervention, très anti-évaluation, contre les procédures, les protocoles. Est-ce que précisément l'éthique du Caire voilà, contribue à cette critique, puisque vous dites voilà, ces actions doivent être racontées pour être rendues présentes et donc ne peuvent pas être traduites dans des évaluations, dans des indicateurs, dans des... Oui, voilà. Mais c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas contre l'évaluation et surtout pas dans le secteur public parce que je suis contribuable comme tout le monde. Donc, je ne tiens pas du tout à ce que l'argent des deniers publics soit gaspillé n'importe comment. Donc, je ne suis pas du tout ni contre les gestionnaires ni contre l'évaluation. Je dis attention, il y a plusieurs langages et on ne parle pas de la même chose. Donc, créons des espaces où cette polyglossie puisse s'entendre, en sachant que c'est une polyglossie. C'est pas simplement... parce que ce que me disent souvent, parce qu'évidemment, je discute dans le milieu académique avec des économistes du Caire. Et c'est très, très caractéristique. Il me dit, mais Pascal, c'est formidable, on a très bien compris, mais oui, les savoir-faire discrets, mais oui, le travail du Caire, ça ne se voit pas. Alors, comment tu pourrais faire pour que ça se voit ?
Ben non, si ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. C'est simplement qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'on ne décrit pas les mêmes choses, on ne parle pas des mêmes choses, et comment on peut quand même arriver à travailler ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi on se... Voilà, ce que demande souvent la gestion, l'économie, etc., c'est qu'on traduise le langage du soin dans le langage de la gestion. Mais si on le traduit, on le perd. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je crois qu'il faut vraiment créer des espaces de controverse, et que ça, de ce point de vue-là, justement, le milieu académique, c'est intéressant parce que c'est un milieu où on peut réfléchir à ces questions-là. Comment créer les conditions d'une controverse qui ne réduiront pas ce qui compte pour les soignants à rien. Je me rappelle de personnes qui étaient complètement bouleversées, que j'avais rencontrées une fois, parce qu'on leur avait demandé de minuter le temps qu'ils prenaient pour faire le travail, et ils avaient minuté le moment où ils fermaient les stores. Seulement, quand ils ferment les stores, ils ne font jamais que fermer les stores. Et il y a une dame qui est tombée, il faut la relever. Il y a une famille qui est en colère parce qu'elle a perdu du linge. Il se passe toujours quelque chose au moment de la fin de journée où on ferme les stores. Et eux, ils n'avaient pas su comment faire rentrer dans la grille toutes ces choses qui se passaient. Donc, ils avaient mesuré le temps qu'ils mettaient pour baisser les stores. Et c'était une souffrance terrible pour eux, parce que c'était eux qui l'avaient fait. Bon, dans ce cas-là, très concrètement, on avait réussi, c'est dans le cadre d'une formation action, on avait réussi à aller voir les gestionnaires, on avait pu en discuter de ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est une critique de l'évaluation, vous avez raison, mais c'est surtout une critique de l'évaluation comme monodiscours. Bon, ouais. D'abord, j'ai beaucoup apprécié votre intervention par son humanité et effectivement le fait que vous portez une certaine dignité, j'allais dire le quotidien, dans ce qui est quelquefois l'invisible, le non-dit, l'indifférent, tous les cas, ce qui ne prime pas dans la préoccupation des gens. Et vous l'avez remarquablement présenté, et je vous en remercie. J'avais juste une question à vous poser. Et d'abord, c'est bien que vous concluiez d'ailleurs, puisque finalement on conclut sur la dimension du care, de la sollicitude, du soin, même si vous avez dit qu'on était démunis de mots, ce qui est révélateur aussi de la société dans laquelle on se trouve, que de ne pas avoir les mots pour dire notre essentiel. C'est-à-dire ce en quoi on est humain et ce en quoi on est dans une relation de sollicitude ou même de fraternité. Donc je trouvais que c'était aussi très pertinent, cette analyse. Alors il y a quelques jours, j'étais avec des professionnels et j'entends une cadre infirmière nous parler de quelque chose de merveilleux. Elle nous dit « Nous avons tous été formés dans notre établissement à la validation ». Alors, elle commence à discuter très fièrement de la validation. Et je dis, excusez-moi, je ne suis pas très expert dans ce domaine. Qu'est-ce que vous appelez la validation ? Ah, vous ne savez pas ce que c'est la validation, monsieur Hirsch, pourtant vous vous intéressez aux questions d'éthique. C'est la reconnaissance. Nous avons été formés à reconnaître la personne dans nos EHPAD pour ce qu'elle est. Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de reconnaissance ? C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, dans le discours, une technicisation, une valorisation d'un certain discours qui, d'une certaine manière, trahit une certaine culture soignante, non pas dans sa simplicité, mais dans son intelligence. Puis la deuxième expérience, c'était une personne qui est de nos figures emblématiques, vous la connaissez peut-être, Catherine Olivet, donc qui est la présidente de France Agnolet 93 et qui est la présidente de notre conseil d'orientation. Elle dit, un jour, j'étais à une formation et le formateur dit, vous savez, il y a quelque chose d'important, je demande aux professionnels, je commence ma formation en demandant aux professionnels, est-ce que vous connaissez votre coefficient de tonnage quotidien ? Et il laisse comme ça planer l'expression tonnage quotidien, alors chacun réfléchit, et en fin de compte, ah, vous ne connaissez pas votre coefficient de tonnage quotidien alors que vous êtes aide-soignant, que vous êtes infirmière dans un établissement. C'est le poids de chaque personne que vous portez chaque jour, multiplié par le nombre de personnes, et ça se passe en termes de tonnage. Et ce que faisait valoir Catherine Olivet, c'est les paradoxes qu'il y a, et c'est la même chose en matière d'éthique. Jamais on a autant parlé de care, grâce à effectivement des auteurs, Paperman, Logier, enfin tout ce que vous avez dit, qui est important d'un point de vue philosophique, mais jamais il y a eu autant de tensions entre un certain discours, une certaine forme d'intentionnalité, et les pratiques qui vont à l'encontre même
à telle enseigne du Caire, à telle enseigne que certains se disent mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler du Caire? Est-ce qu'on ne signale pas précisément ce qu'on va remettre en cause en termes de rationnement, en termes de protocolisation, etc. Bien. Donc c'est la même chose pour l'éthique. Jamais on a autant parlé d'éthique dans les établissements, de démarche éthique, au moment où au quotidien, d'une certaine manière, on abrase tout ce qui est l'éthique d'un engagement professionnel. Alors la vraie question que je voulais vous poser par rapport à l'investissement dans le Caire, on le voit aussi bien au domicile par les auxiliaires de vie, on le voit dans le domaine, par exemple, de la vie au domicile d'une personne atteinte de maladie Alzheimer, au niveau du proche. Comment on préserve son professionnalisme quand on comprend qu'on est aussi sollicité dans autre chose, dans une autre dimension qui est essentielle, qui est la dimension du care, de la proximité, de la relation à l'autre. Et souvent, des professionnels nous disent, mais non pas comment trouver la bonne distance, comme c'était traditionnellement, mais comment être dans la juste présence. Voilà. Et comment vous intégrez cette question du care à travers vos observations, puisque le mal-être, c'est que de plus en plus de professionnels, dans des contextes qui sont de plus en plus difficiles et contraints, sont exposés à une demande de plus en plus forte, à la fois de la part des personnes malades, de leurs proches. Tout ça s'amplifie avec la chronicisation, d'une certaine manière, avec le domicile. Comment vous intégrez ces questions ? Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que c'était des compétences qui étaient des compétences collectives. C'est vraiment tout à fait le sens de ma remarque, et du coup le prendre par rapport à l'aide à domicile, c'est très intéressant parce que l'aide à domicile, vous avez des services SIAD ou autres qui sont organisés avec des temps collectifs, où les gens peuvent effectivement discuter et éventuellement se répartager le travail quand il y a une trop grosse difficulté avec une personne. Puis vous avez des endroits où les gens sont complètement atomisés, travaillent tout seuls, donc ne peuvent pas compter sur une coopération, une suppléance. Je peux plus, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais, etc., etc. Ou je suis prise dans une relation qui peuvent être d'ailleurs par exemple des relations de séduction, des relations compliquées, quoi, quand on est tout seul au domicile. Et vraiment, ma réponse, c'est la seule solution pour travailler bien, c'est de travailler de manière collective. Alors, ça coûte pas forcément plus cher, mais ça, alors là, pour le coup, on aurait vraiment besoin des économistes pour le calculer, parce que je pense que le coût de l'absentéisme... Parce que comment font les gens qui, quand ils sont dans une situation qui devient trop difficile, et ça, je l'ai beaucoup dans mes enquêtes, c'est que la solution de retrait, pour pas faire mal à l'autre, c'est de se mettre en arrêt. Et c'est très, très lié au fait que je n'en peux plus, je vais finir par taper sur les patients. Et ça, je ne veux pas. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour eux. Je ne veux pas de cette image-là pour moi. Et donc, on va se mettre en arrêt maladie. Mais ça coûte très, très cher aussi. Donc, je pense que si on installe des espaces de régulation, des moments de respiration, des moments en commun, ça ne coûtera pas plus cher que cette espèce de système dans lequel effectivement on évalue alors le travail à domicile, par exemple, sur le nombre de chemises repassées. Oui, alors moi j'aurais deux petites remarques, pas forcément de questions. Oui, Céline Louvet, directrice de service à domicile pour l'Association des paralysés de France. Première remarque, je me dis que tous ces travailleurs du soin, en fait, et de l'accompagnement, on attend qu'ils aiment leur métier pour être de bons professionnels. Alors, s'ils aiment leur métier, cela veut dire qu'ils aiment l'objet de leur métier. Or, l'objet de leur métier est un sujet. Donc, finalement, ils aiment les sujets dont ils s'occupent. Donc, je ne trouve pas que ce soit si paradoxal que ça de dire qu'on aime les personnes dont on s'occupe. Voilà, ça, c'était une première remarque. La deuxième remarque, aujourd'hui... ce travail de care, il est mis en tension avec la notion d'efficience, notion qui est très importante dans notre secteur. Et quand vous parliez du comptage de l'activité, je me disais qu'en fait, était là le vrai levier pour empêcher la tarification à l'acte, pour empêcher de normer la relation par une succession de séquences, mais rester dans la disponibilité, la présence à l'autre, et que là, en défendant la position du care et tout ce travail de l'ombre,
En fait, c'est là qu'on a un levier pour empêcher cette tarification dans le champ du domicile, dans le champ de l'aide. Voilà, mais il y avait un livre magnifique qui avait été fait par l'Association des paralysés de France qui s'appelait « À l'ombre du fauteuil roulant ». Je ne sais pas si on le trouve encore, mais faut vraiment. C'était des ateliers d'écriture faits avec des auxiliaires à domicile et c'est génial. C'est que des petites histoires. Et vous les avez toutes, hein, les patients qu'on aime trop, les patients qu'on n'aime pas assez, le premier jour. C'est vraiment très, 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 très bien, ce petit bouquin à l'ombre du fauteuil roulant. Et moi, je pense que oui, pour revenir sur ce que vous disiez, ça a du sens. Même si on a le sentiment, il y a une espèce de rouleau compresseur du vocabulaire, hein, une espèce de lutte sémantique à mort sur les mots comme éthique, sur les mots voilà. Même si on est appelé à devoir en permanence lutter contre la puissance symbolique finalement des nouvelles formes d'organisation du travail, il faut se bagarrer pour nous et pour les gens, quoi, parce qu'on peut... Oui, non, c'était juste pour compléter un peu par rapport à ce que disait Céline. Je ne suis pas sûr qu'on doive opposer efficience et care. Enfin, ça, c'est une façon de voir, mais on peut aussi dire que... Parce que l'efficience, qu'est-ce que c'est ? C'est l'efficacité rapportée au coût. Voilà. Mais l'efficacité, on peut la définir de plein de façons. Et donc, on pourrait très bien intégrer le care dans l'efficacité, c'est-à-dire considérer qu'un soin efficace, c'est un soin qui inclut l'attention, la sollicitude, enfin voilà. Ce qu'elle voulait dire, je crois, c'est que ça, vous ne pourrez pas le mesurer. Le voilà. Quantifier. Ouais. Et ça pose des vraies difficultés, vous savez, sur le plan théorique, hein, parce que quand on voit, par exemple, le travail de Tosquelles à Saint-Alban, en psychiatrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est fait avec 3 bouts de ficelle. Et c'est très problématique. Est-ce que vraiment ça coûte ça coûte très cher d'empêcher de faire du care, ça on le sait, mais c'est pas sûr que ça coûte tant que ça. Moi, j'ai pas honte de le dire des fois. On raisonne mal quand on dit on n'a pas les moyens de... c'est pas en termes de moyens, c'est vraiment en termes, à certains moments, d'obstacles organisationnels. Et je pense qu'effectivement, vouloir tout faire rentrer dans des choses qui se mesurent, c'est un obstacle. Ça gêne aux entournures. Alors bon, moi, je connaissais aussi un médecin psychiatre, ça m'avait beaucoup fait rire et beaucoup aidé, qui disait « Oh, mais de toute façon, la gestion ne rend malade que les médecins qui y croient. » Et je trouve qu'elle bidouillait avec la gestion et comment elle bidouillait avec le reste. Elle protégeait très bien ses équipes de ça, d'ailleurs. Donc, c'est compliqué. C'est pour dire que... Voilà. Je voulais encore une fois remercier, vous pouvez l'applaudir, Pascal Moulinier. Et je vais vous annoncer 2 grandes nouvelles qui vont irradier votre soirée, même si elle est pluvieuse. D'abord, la première nouvelle, on termine quasiment à l'heure, ce qui nous est rarement arrivé dans toute une histoire. Depuis 1995, jamais on a commencé à l'heure, jamais on a terminé à l'heure. C'est un petit peu notre spécificité. J'espère qu'on ne perd pas de notre identité à déroger à des grands principes. Deuxième point, j'observe que la plupart d'entre vous ont plutôt survécu à ces heures de l'éthique, pour ne pas dire vécu, parce que je voyais des gens gratter du papier avec une hargne impressionnante. Et vous voyez que l'aventure était belle. C'est pour ça que je trouve que vous l'avez bien conclu sur la dimension du care, avec toutes les interrogations que ça pose, à la fois l'appel vers l'autre, le désir d'être, le désir de faire, le désir de mener cette aventure. Vous avez évoqué la borne, enfin je veux dire dans la cité, c'est-à-dire de socialiser un certain nombre de questions et de les incarner à travers le quotidien, à travers des pratiques, ce que vous avez justement dit. Mais je voulais dire en conclusion, demain, vous avez rendez-vous pour certains d'entre vous avec l'anthropologie et l'après-midi au mémorial de la Shoah, puisqu'on commence toujours notre année universitaire par une réflexion sur un passé qui, d'une certaine manière, pose ou impose un certain nombre de questionnements ou d'injonctions d'ordre éthique. Mais vous avez vu, et ce qui a été passionnant dans cette journée,
Moi, j'ai écouté avec ravissement, avec gourmandise, tout ce qui s'est dit. Comment différentes compétences peuvent éclairer d'une manière surprenante des questions qu'on ne s'est peut-être jamais posées ou qu'on avait le sentiment de se poser, mais on n'avait pas tous les éléments pour déjà repérer où se situaient véritablement les enjeux. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans une approche éthique plurielle, pluraliste, transdisciplinaire, qui, d'une certaine manière, sollicite des intelligences, des engagements dont on sait qu'ils existent, et c'est rassurant de savoir qu'il y a ces pensées, ces engagements dans la cité. Je voulais remercier aussi Paul Louveil-Dubuc et puis Léo et Sébastien, notre petite équipe scientifique, notre grande équipe scientifique, d'avoir fait ce casting d'enfer. Alors j'ai envoyé tout à l'heure un SMS à Paul Lou en disant comment tu vas faire l'année prochaine pour nous trouver autant de diversité, d'intelligence et de passion. Ça, c'était un point important par rapport à toi. Mais avec nos enseignements éthiques, on sait que ça va être au rendez-vous quasiment de chaque semaine, de chaque mois que vous allez passer avec nous. Puis je terminais pour vous dire ce qui nous passionne, et je l'ai senti aussi à travers votre prise de position, parce que quand tout à l'heure on vous posait, vous êtes universitaire, effectivement vous avez une rigueur académique, mais votre parole est une parole qui accompagne aussi des professionnels. C'est-à-dire, j'imagine, si vous intervenez devant des soignants, des gens qui sont dans le médico-social, vous leur donnez nouveau du goût et du sens dans ce qu'ils font au quotidien. Et je pense que si vous êtes engagé dans ce parcours universitaire en éthique, ayez le sentiment que vous avez quand même une responsabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement se faire plaisir en disant, voilà, on a acquis des compétences en éthique. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce que je trouve intéressant, vous comme universitaire, c'est que moi je serais soignant, je vous aurais entendu, j'aurais encore envie, alors que quelquefois je douterais. Ben voilà, mais c'est ça. C'est la question du plaisir de soigner. Voilà. Parce que si on réinstaure pas la question du plaisir de soigner, tout le reste, voilà, ça ne marchera pas. Vous avez dit quasiment les derniers mots que je voulais vous dire. J'ai commencé en vous disant qu'il y a du plaisir. On a un grand philosophe, Spinoza, et tous ceux qui l'ont commenté, qui parlent beaucoup du bonheur. Vivez ces instants que vous allez partager avec nous comme des instants de bonheur. Vous avez eu un avant-goût de qualité, certes, mais vous allez voir au jour le jour que l'expérience éthique, c'est un exercice, c'est une aventure. Il y a aussi quelques efforts à faire, conceptuels. Il y a acquérir un certain nombre de compétences, mais restez curieux. Et quand vous serez sur le siège de l'espace éthique, comme ça, à écouter des enseignements qui pourront vous paraître parfois un petit peu ingrats ou besogneux, rappelez-vous de ces grands moments qu'on a passés à la Bellevilloise. Voilà, on vous souhaite tous une excellente soirée. Merci de nous faire confiance.